Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faisons le Point. Faisons le Point, c'est une émission qui sort un mercredi sur deux et qui parle avec un invité d'audiovisuel. Pour ce 4e épisode, nous serons avec Mathieu Misiraka. Il est chef opérateur, c'est lui qui est à la tête de l'équipe image d'un tournage. Après avoir fait ses premières armes en tant qu'assistant cam à la télévision, il s'est consacré à la direction de la photographie dans les années 2010. Il a alors commencé par travailler sur des publicités, des séries et des téléfilms, avant de se rapprocher des contenus internet, notamment auprès de Ludovic. Donc salut Mathieu. Salut. On espère que tu vas bien. Ouais. Bah top, nickel. Il a l'air à fond. Super. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de comment tu t'es formé, comment est-ce que t'en es arrivé là où tu es aujourd'hui ? Alors, déjà, ça a été très 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 long, puisque moi, je suis sorti d'un BTS audiovisuel en juin 2000. Et j'ai commencé à travailler grâce à mes stages que j'avais fait à l'époque pendant mon BTS. Et j'ai commencé à travailler au groupe M6 dans une chaîne de télé qui s'appelait Fun TV, qui était une petite chaîne de jeunes, une filiale d'M6. Et notamment pour ceux qui ont à peu près mon âge, j'ai commencé dans une des émissions qui s'appelait Morning Live, qui était très connue et très populaire à l'époque, qui était un peu, on va dire, le YouTube de l'époque, quoi, tu vois. À l'époque où YouTube, justement, n'existait pas. Donc, on faisait plein de conneries, des machins, etc. Et après, j'ai partagé mes activités professionnelles entre la télévision et le milieu de la fiction, puisque j'avais fait un stage chez un loueur caméra. Et ça m'a permis de commencer à être assistant caméra. Donc en fait, pendant quelques années, j'ai navigué dans deux mondes qui s'opposaient totalement. Il faut dire ce qui est. C'est deux mondes qui s'opposent. Ouais. Et à un moment donné, j'ai voulu faire de la fiction, aller plus dans le domaine de la fiction, et ces choses faites depuis, à grand regret, parce que j'aime beaucoup la télévision, mais j'en fais de moins en moins. J'en fais même plus du tout. Je suis maintenant essentiellement dans la fiction, mais j'adore faire de la télévision tout de même quand on m'en propose. Voilà, et tout ça c'est fait évidemment pas du jour au lendemain, puisque ça a pris quand même pas mal d'années, chose que je ne savais pas parce que je pensais que ça allait arriver très vite. Et en fait non, ça vient pas très vite, ça vient tout doucement, petit à petit. Et là encore aujourd'hui, à 45 ans, j'attends encore des résultats et des projets que j'aimerais faire, quoi. Bah nickel. Donc du coup, t'en parlais là à l'instant du fait que tu venais de la télévision et que t'étais passé sur de la fiction. On s'est aussi rendu compte que au fur et à mesure, tu t'es mis à faire de plus en plus de fiction pour Internet. Il y a une raison pour ça, ou pour toi tu considères que de la fiction pour Internet ou de la fiction pour autre chose, ça reste de la fiction, c'est le même média, ou tu sens quand même des différences dans la manière de travailler ? Non, en fait, il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est que de la fiction, ça reste de la fiction. La seule chose qui permet que ça change, que ça soit différent d'un média à un autre, la seule chose, c'est le budget. Voilà. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas forcément les mêmes budgets, que ça soit sur Internet ou que ça soit, je sais pas, pour Netflix, pour le cinéma, pour la télévision, etc. Mais une chose qui est importante, c'est que les équipes, la façon de faire, la façon de travailler, le matériel restent exactement identiques. Après, moi, je me suis rapproché de YouTube il y a 4 ans parce que j'ai vraiment senti qu'il y avait il y avait une niche là-dedans où on travaille de la fiction, où il y a parfois même du budget pour faire de la fiction. Et voilà. Et moi, je suis à la recherche de toutes les niches, tous les endroits où on peut faire de la fiction, parce qu'avant, c'était simple. Avant, il y a 20 ans, c'était soit du cinéma, soit du téléfilm. Voilà, la série, c'était, on va dire, ça existait peu, quoi. Ouais. Et là, au fur et à mesure que les choses en sont arrivées, les téléfilms, les unitaires, ce qu'on appelle les unitaires, n'existent pratiquement plus. Et ça devient maintenant que de la série, que ce soit pour la télévision ou ailleurs. Et aujourd'hui, on est dans un domaine où il y a la télévision, Internet, Netflix, Amazon, plein de trucs. Il y a plein de moyens de diffusion aujourd'hui. Mais en fin de compte, le travail de la fiction reste toujours le même, avec les mêmes équipes, le même matériel. La seule chose qui diffère, c'est les variations de budget entre les projets. Voilà, c'est tout. Ouais, et de toute manière, le métier de chef opérateur, c'est aussi savoir gérer le budget. En fonction d'eux, tu vas prendre différents stuff qui va faire plus ou moins le taf par rapport à, en fait, combien est-ce que le client est prêt à mettre, en fait.
Bah ouais, en fait, nous, notre but, qui est loin d'être une action un peu artistique, c'est de gérer justement par rapport au budget qu'on a, et de pouvoir de faire quelque chose de bien, de propre, de joli, et puis surtout que ça paraisse pas low cost, hein, que ça paraisse pas vraiment low budget, avec ce qu'on a, quoi. Et on peut dire que c'est un véritable défi, et tous les jours, je suis face à ce défi. Ouais. Imaginons, on te demande de travailler sur un projet. Ils ont un budget assez limité, mais des ambitions qui sont assez grandes. Et du coup, ça semble incompatible. Toi, comment ça se passe? Tu refuses ou tu prends ça comme un challenge et t'essaies de trouver une solution? Non. Oh bah déjà, j'en ai fait plein des projets comme ça, hein. Il y a un projet notamment, un projet qui était fantastique, qui s'appelle Metal Hurlant Chronicle. Je ne sais pas si vous avez vu ou si on a entendu parler, qui est une série en fait, qui est une série de science-fiction. Alors d'autant plus que la science-fiction en France, c'est très compliqué. Le film de genre ou la série de genre est très compliqué en France parce que c'est pas du tout la mentalité. Et c'est un pote à moi, réalisateur, producteur, qui a mis ça en place et qui l'a vendu quand même à plus de 100 pays dans le monde, et dont les États-Unis. Et en fait, on a fait une série de science-fiction avec des décors, parfois des décors. Alors, parfois c'était un peu du huis clos et parfois c'était dans des grands décors très vastes. On a tourné ça à Bucarest. Et voilà, qui était un véritable projet ultra excitant, puisqu'on a essayé de faire quelque chose de visuellement très joli avec des très peu de moyens, parce qu'en France, il faut pas se leurrer, hein, dans la fiction, on est un peu le tiers-monde, hein, donc on fait ça avec deux bouts de ficelle, et on a fait ça vraiment comme si c'était pratiquement, et j'exagère absolument pas, mais on a fait ça vraiment comme si c'était un court-métrage d'école, quoi. On l'a fait dans les mêmes conditions, quoi. Ouais, ok. C'était vraiment très très limité, des bouts de ficelle, des bouts de trucs, et il fallait à tout prix que visuellement ça fout une claque, quoi. Alors bon, c'est un projet maintenant qui a 8 ans à peu près. Quand je le regarde aujourd'hui, je me dis oh là là, quand même, ça fait un peu carton-pâte et tout. Mais je sais que bon, on évolue tous, hein. Je sais que si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus, je l'aurais fait différemment. Mais ça reste quand même des projets qui sont ultra passionnants, quoi. Ok. Justement sur la manière dont tu t'organises, on a vu que dans certains projets tu t'avais bossé, enfin il y avait certains projets où tu bossais en studio et d'autres où tu travaillais sur des lieux réels. Toi ça engendre quoi comme différence pour toi? Il y a quelque chose que tu préfères ou je sais pas si ma question est très très claire. Ouais. Bah écoute, en fait, je vais te dire un truc. En tant que chef opérateur, que ce soit du studio ou de l'extérieur, qu'importe, moi je m'en fiche. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un joli décor, quoi. C'est-à-dire que quand on a un très beau décor réel, qu'il soit en studio ou qu'il soit à l'extérieur ou dans un vrai décor, eh bien, si tu veux, la lumière est beaucoup plus simple parce que tout de suite, quand tu fais de la lumière, ça a de la gueule, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Dès lors que tu travailles dans des décors qui sont un peu pauvres, voilà, où que ça soit, c'est toujours plus compliqué pour le chef opérateur. Et moi, le pire, notamment dans Metal Hurlant où il y a eu beaucoup, c'est le plus chiant, c'est quand tu travailles sur des fonds verts, parce que là, c'est que du décor virtuel et c'est vrai que c'est très chiant parce que tu as du mal un peu à te projeter, à savoir ce qu'il y aura derrière, et travailler sur du fond vert, il y a absolument rien d'excitant, quoi. Ouais. En tout cas pour un chef opérateur. Parce que du coup, quand tu travailles sur du fond vert, j'imagine que tu as des raccords lumière à assurer. Ouais, t'as des raccords lumière. Souvent, nous, les raccords lumière, on les fait par rapport à la déco, mais quand t'as pas de déco et que la déco est virtuelle, c'est toujours très compliqué, quoi. Et en fait, tu sais jamais ce qu'il y a, quoi, derrière, tu vois. Tu sais jamais comment ça va être. Voilà, si ça va être chaud, si ça va être froid. C'est toujours un peu la surprise, quoi. Voilà, T'as même pas quelques compliqué. images un peu en avant-projet, même de trucs pas nécessairement finis, mais qui te donnent au moins un ordre d'idée de ce qu'il y aura derrière? Non. Putain, c'est toujours non, parce que généralement, quand tu tournes sur fond vert, l'effet spécial, enfin ce qui va être à la place du fond vert, généralement, n'est même pas encore construit, ouais, quoi. Ouais, Donc okay. c'est toujours. Ouais, tu Voilà, filmes à moi tu filmes à l'aveugle, on te dit vaguement ce qu'il va avoir, mais voilà, c'est toujours un peu la surprise, quoi. Ok. Et en fait, je vais pas te mentir, en fait, je te connaissais pas beaucoup.
C'est surtout Tanguy qui connaît ton travail. Et donc je me suis renseigné dans la semaine qui s'est passée. Et je suis tombé sur une de tes vidéos. Et sur cette vidéo, tu dis que le métier de chef opérateur, c'est tu apprends ce métier à d'ordre de 20% lors de tes études et 80% par l'expérience. Et du coup, typiquement, je sais, c'est sans doute, je pense pas que c'est ce qu'on va faire plus tard, mais imaginons que des personnes qui n'ont pas fait d'études en lien avec le cinéma, est-ce qu'ils seraient capables, selon toi, d'être chef opérateur finalement? Ah oui, bah bien sûr, bah il y en a déjà, il y en a aussi beaucoup, hein. Comme je te l'ai dit, 80% apprennent sur le terrain, donc tu vois, il y en a beaucoup qui se sont formés de façon autodidacte, ou même qui ont été, je sais pas, qui ont été monteurs, ou qui ont été, il y en a qui ont jamais, voilà, ils viennent de différents horizons, ils sont tombés parfois en le voulant ou alors tout à fait par hasard dans ce métier, et voilà quoi. C'est quelque chose qu'on apprend. Alors je dis pas, attention, je suis pas en train de dire, et loin de là, je suis pas en train de dire que les écoles ne servent à rien. Bien au contraire, les écoles apportent des raccourcis, mais ça se fait majoritairement sur le terrain. Ok, d'accord. Et du coup, pour toi, la meilleure école, c'est de pratiquer des tournages, j'imagine. Bah moi, alors la meilleure école, c'est, enfin, il y a la chose là qui marche, enfin pour moi par expérience, parce que je suis aussi enseignant. L'école de la vie. Voilà, je suis aussi enseignant dans les écoles, et ce que je remarque en fait, c'est que ce qui marche bien, c'est d'avoir de base, quand on est jeune, une bonne formation qui est courte, pas la peine de faire 10 ans d'études, qui est courte, faire un stage intéressant qui est dans le domaine, et après apprendre sur le terrain, quoi. Et pour moi, c'est ces trois choses qui sont un peu indispensables. Alors, évidemment, il y en a plein qui ont appris sur le terrain, mais après, il y a des notions techniques qui sont très techniques, que malheureusement, c'est compliqué d'apprendre sur le terrain, qui met parfois beaucoup plus de temps que l'avoir appris à l'école, quoi. Ouais, okay. C'est pour ça qu'en fait, à l'école, il faut se libérer des trucs techniques, un peu chiants, un peu casse-couilles et tout. Et après, et après, toute la pratique, et surtout, ce que j'appelle la pratique, c'est le profil, la façon d'être, ne serait-ce que la façon, la façon de se comporter, la façon de gérer son stress, de gérer les problèmes, de faire face aux problèmes. Malheureusement, c'est un truc qu'on apprend sur le terrain et pas à l'école. Ouais. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouais. Donc en fait, tu te butes 2-3 années en école à apprendre des trucs techniques, et après tu te modes. Voilà, t'apprends la technique, les choses qui sont importantes, qui sont techniques et tout. Et après, t'apprends à te démerder et à faire face à tous les problèmes, parce que je le dis souvent, quand t'es chef opérateur, en fait, quand tu travailles, quand un tournage commence, on te pose un gros sac d'emmerdes, et il faut que tu les résoudes. Il faut résoudre tous les problèmes les uns après les autres, sans craquer, quoi. Surtout sans craquer. Du coup, toi, tu disais que tu avais été prof. Ça s'est fait comment? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Enfin, que tu étais prof, hein. En fait, alors moi, je suis prof depuis 2001, et je le suis encore aujourd'hui. En fait, c'est un truc qui était tout à fait par hasard, parce que bon, déjà quand je suis sorti de BTS, j'étais un peu âgé, parce que j'avais 25 ans, quand je suis sorti du BTS, et j'étais un peu un télo, quoi. Enfin, un télo sur la technique, quoi. Et du coup, à un moment donné, il se trouve que 1 an après que je sois sorti de l'école, mon BTS m'a rappelé parce qu'il manquait un professeur. Et comme j'avais déjà 26 ans, tu vois, ils avaient jugé utile que je pouvais être professeur. Et donc, au début, ça devait être quelques mois pour remplacer. Puis au fin de compte, voilà, je le suis encore. Alors, pas forcément à la même école. Et puis, j'ai fait parfois des pauses, quelques années de pause. Mais sinon, depuis presque 20 ans, j'enseigne et je suis au contact des étudiants. Voilà, et je les amène tranquillement, mais sûrement, parfois, dans la vie professionnelle, quoi. Du coup, j'imagine que tu enseignes autour des métiers de l'image directement? Ouais, moi j'enseigne en BTS audiovisuel en option image. Bon, voilà, donc formation que je connais bien, et donc je les prépare en fait à ce métier. BTS, c'est 2 ans, non? C'est ça? Il faut vraiment une préparation, hein. C'est une préparation psychologique du métier, hein. On se demandait aussi par rapport parce que on se rend compte que tu as bossé quand même sur pas mal de types de projets différents. On disait t'as fait de la pub, t'as fait du téléfilm, t'as fait plus de la fiction. On a vu aussi que t'avais fait du clip.
comment est-ce que tu ouais. comment est-ce que t'abordes ça? Est-ce que c'est vraiment une manière de produire différente avec des mentalités différentes ou au final une fois que t'es sur un plateau de tournage, c'est un plateau de tournage quoi? Non, les choses sont très différentes entre les projets, notamment entre le clip, la pub, la fiction, tout est très différent. Après, si tu veux, nous, voilà, je vais pas te raconter des histoires, mais je vais peut-être pas faire du blabla, tu vois, d'un télo artistique mes couilles. C'est que, en fait, le truc, c'est que, voilà, clairement, tu prends tout ce que dans ce métier, c'est quand même un métier qui est compliqué. C'est pas un métier où tu travailles tous les jours, hein. C'est un métier où tu as quand même des revenus un peu en dents de scie, donc tu prends tout ce qu'on te propose, quoi. Ouais, okay. Et très franchement, tu peux pas te dire, moi je fais que du clip, je fais que de la pub, ou alors t'es une star, quoi, tu vois. Donc moi, clairement, moi je prends tout, je prends du clip, je prends de la pub, j'adore faire de la fiction. Quand je fais trop de fiction, ça me saoule, ça me casse les couilles, j'ai envie de faire des trucs plus courts. Quand je fais des trucs trop courts, ça me casse les couilles, j'ai envie de faire de la fiction. En fait, t'alternes toujours, t'es jamais content de ce que enfin, c'est pas que t'es jamais content, c'est que t'as toujours envie de faire des choses un peu différentes. Et donc voilà, donc si tu veux, comme les fictions, tu sais, les fictions, ça met, alors que ce soit de la série, du téléfilm ou autre, ça met du temps à se mettre en place, tu vois. Ça met plusieurs années, plusieurs mois, etc., etc. Donc, si tu veux, c'est pas des projets que tu as tous les mois. Donc, si tu veux, entre deux fictions, bah, tu fais de la pub, du clip, qui sont généralement des petits projets qui se mettent en place rapidement. Voilà, et donc, voilà, tu t'occupes entre deux tournages de fiction à faire de la pub, du clip, de la télé, et même du corporate, et même du film d'entreprise, hein. Ah, ok. Faut pas se leurrer, quoi. Tout le monde fait ça, hein. Le mec, il te dit, non, moi, je fais que ça, je fais que ça. Soit c'est une star, d'accord? Le mec, il choisit ses projets, il se fait payer une blinde et c'est une star. Soit le mec, il mitonne, quoi. Ouais, d'accord. Mais du coup, toi, t'aimes tout de même bien qu'il y ait une certaine forme d'alternance et de passer d'un projet à l'autre, ça te permet un peu d'avoir de la variété. Ah ouais, mais c'est pour ça en fait que je regrette la télévision. C'est pour ça que parce que tu vois, moi par exemple, je faisais des émissions, je faisais même de la télé-réalité, hein, je faisais Marié au premier regard sur M6, Les Princes de l'amour, mes couilles, etc. Mais c'était, si tu veux, c'était une distraction, tu vois. C'était une distraction, c'est-à-dire que à un moment donné, tu fais de la fiction, c'est ultra, tu vois, ultra carré, ultra machin, ultra gna gna gna. Et puis d'un seul coup, le mois d'après, tu te mets à faire de la télé-réalité, tu vois. Ça, si tu veux, ça te change les idées, tu vois. Moi, j'adore ça. Ça, c'est un truc que et c'est pour ça que je regrette de plus trop faire de la télé parce que c'est un truc qui me permettait un peu de me changer les idées. Tout comme quand j'enseigne, et ben, quand je fais l'enseignement, bah, je suis dans un autre monde, tu vois. Je suis plus du tout dans un monde de fiction, de tournage. Donc, ça me permet, si tu veux, de me changer les idées. Et ça, c'est important parce que ça fait quand même maintenant 20 ans que je bosse. Le but, c'est quand même de pas tomber dans une routine. Et ça, c'est un anti-routine, tu vois, un truc anti-routine qui permet en fait d'avoir l'impression de faire toujours des choses différentes, quoi, quand tu passes d'un monde à un autre, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que t'as arrêté de faire de la télé? Bah, tu sais, le problème dans ce métier, c'est les casquettes. Ça, c'est un gros problème dans ce métier. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Quand tu fais de la télé, eh ben, on dit, ah non, lui, il fait de la télé, il peut pas faire de la fiction, tu vois. Moi, quand je faisais de la fiction, de la télé, je cachais dans le domaine de la fiction que je faisais de la télé. Enfin, je le cachais, quoi. Fallait pas que je le dise, c'était tabou, quoi. C'est le truc tabou, quoi. Oh là là, il fait de la télévision. Toi, c'était tout de suite péjoratif. Après, quand je faisais de la télévision, là, j'avais pas honte de dire que je faisais de la fiction. Au contraire, ça permet un peu de te valoriser, etc. Donc, à un moment donné, je t'avoue que j'avais quand même un petit penchant vers la fiction. Donc, j'ai été traîné plus dans ce domaine-là. Et puis après, forcément, bah après, on te met une casquette, on dit, bah non, lui, on va pas l'appeler parce qu'il fait de la fiction, quoi, Okay. Donc, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le problème se pose maintenant, aujourd'hui, parce que en fait, les gens maintenant, presque les gens me considèrent plus trop comme un directeur de la photo, mais plus comme un youtubeur, quoi. J'allais le dire. Ça me dérange un peu parce que j'allais le dire en plus. Je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas un influenceur. Enfin, je suis un peu influenceur. Il faut croire que je suis un peu influenceur, mais c'est pas mon activité principale, YouTube. Tu vois, YouTube, c'est un moyen de partager comme je l'ai fait depuis 15 ans maintenant, ça va faire 15 ans là, je l'ai fait sur Camera Forum, qui est un forum que j'ai lancé en 2005, qui était une passerelle pour pouvoir partager et tout. Bon bah maintenant les forums c'est un peu démodé, hein. Aujourd'hui quand tu recherches un truc, une explication, tu vas sur YouTube, tu vas plus sur Google. Donc voilà, et ça m'a, et en plus je traîne avec des youtubeurs, donc si tu veux ça me donne envie de faire du YouTube, quoi, tu vois. Ouais, puis si les vidéos YouTube, enfin en tout cas vu comme je le vois comme tu fais, ça ressemble plus à de l'enseignement qu'à juste des gens qui font des vidéos, quoi. Enfin, il y a une notion de partage. Ouais, voilà, j'essaye un peu.
Ouais, voilà, j'essaye un peu de m'élargir aussi dans les propos, j'essaye un peu de faire le con et tout, de vulgariser un peu tout ça. Ça se voit. Parce que sinon, ça serait très chiant, quoi, tu vois. Si tu dis, par exemple, bon, bah voilà, là, je vous présente le projecteur, nanana, tu vois, j'essaye un peu j'essaye de faire du putaclic, hein, c'est clair. Je fais du putaclic, je fais un peu de la provoque, un tout. Bah, voilà, j'essaye un peu d'attirer les gens. Si tu veux, de vulgariser, c'est ça le principe de vulgariser, c'est-à-dire de rendre accessible des trucs qui de nature ne le sont pas, quoi, tu vois, qui sont ultra bas. La preuve, c'est qu'un directeur photo, par exemple, c'est un métier que personne connaît, hein. Même moi, quand je suis rentré dans l'audiovisuel, moi je connaissais réalisateur, producteur, machin, mais directeur photo, je connaissais pas. Donc c'est déjà, les gens ne connaissent pas dans la vie ce que c'est que le métier de directeur photo. Les gens ils disent, ah bon, tu fais des photos, tu fais des books et tout. Donc c'est vraiment déjà un métier qui est pas connu, donc j'essaye en fait de le faire connaître, de prendre conscience aux gens que lorsqu'ils sortent du cinéma et qu'ils se disent, oh là là, t'as vu, hein, il y avait des belles images, oh là là, toi, qu'ils se disent, bah derrière le mot, derrière la phrase faire des belles images, bah ça appartient au directeur photo et non pas au réalisateur. Voilà. Mais oui, d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que pour le coup, moi avant de découvrir ta chaîne, je pensais pas que le directeur photo avait autant d'impact en fait sur l'image du film. C'est-à-dire que si. En fait, en fait, directeur photo, c'est le poste en dessous de réalisateur. T'imagines? Parce que c'est le réalisateur qui choisit le directeur photo, hein. Donc c'est vraiment le poste en dessous. Moi, je suis à la merci et surtout je travaille pour un réalisateur. Je travaille pas pour autre chose, hein. Je travaille vraiment pour un réalisateur. Donc c'est vraiment un métier qui est en dessous du réalisateur. Et c'est un métier que personne connaît. Et quand moi, dans ma vie, que je rencontre des gens, je dis voilà, je suis directeur photo. Les gens connaissent pas, quoi. Ils me disent, ah bon, t'es photographe? Non, je suis pas photographe. Je ne sais pas faire des photos, d'ailleurs. Je suis directeur photo, c'est-à-dire que je suis responsable artistique et technique de l'image d'un projet, quoi. Et ça, les gens ne le savent pas, tu vois. Et pourtant, Dieu sait si, en début de générique, on voit souvent, dans le générique, le mot, tu vois, l'appellation de directeur photo, quoi. Ouais, personne ne le voit, mais ça. voilà, c'est quelque chose, ingénieur de son, monteur, script, tu vois, les gens, ils savent ce que c'est, quoi. Scénariste, ils savent ce que c'est. Mais directeur photo, ils savent pas. C'est un des métiers que les gens sont incapables de dire ce que c'est, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que c'est assez... Cadreur, on sait ce que c'est. Voilà. Mais directeur photo, on sait pas. Voilà. C'est un tort. Ouais, c'est trop triste. Ouais, bon, tu sais, oui, c'est pas grave, on s'en fout, on travaille pas pour la gloire. Hein, tu sais. Ouais. Bah, en fait, c'est marrant parce que la dernière fois, dans le podcast, on a eu Alfie. Et donc il est monteur. Et donc là on enchaîne deux métiers qui sont un peu dans l'ombre et ben c'est intéressant parce que pour le coup t'as pas plus passionné qu'une personne dont on ne retient pas forcément le nom parce qu'il travaille dans l'ombre en fait et c'est hyper intéressant. J'ai une petite question par rapport à comment est-ce que tu comment est-ce que tu inities un tournage dans le sens où on a pu voir grâce à plusieurs de tes vidéos comment est-ce que tu expliques comment est-ce que tu as fait pour certaines scènes, mais comment est-ce que tu dans la réflexion comment est-ce que tu te dis là je vais faire comme ça parce que ça, etc. C'est quoi le chemin pour arriver au résultat que l'on peut voir en fait? Alors déjà le chemin déjà je vais casser le mythe direct, hein. Je vais calmer tout le monde. C'est le pognon. Voilà. Boum. Déjà, ça sert à rien de s'emballer s'il n'y a pas l'argent, quoi. Tu vois. Donc déjà, j'essaye un peu de gratter et de savoir s'il y a de l'argent, s'il n'y a pas d'argent, etc., etc. Voilà. Donc déjà, rien que ça, tu sais à peu près comment tu vas travailler et comment tu vas le faire, quoi. C'est ultra important. Les chefs opérateurs, parce qu'il y en a qui se disent oui, moi l'argent c'est pas un problème, moi je m'occupe pas de ça, moi c'est l'artistique. Ces mecs-là, c'est des nazes, quoi. C'est parce qu'ils font chier tout le monde. Ils font chier tout le monde. Parce que il y en a beaucoup qui travaillent contre la production, alors que moi, je fais partie de ceux qui travaillent avec la production. Est-ce que tu peux expliquer? Rien de dire. Parce que c'est pas particulièrement clair. C'est la production. Là, si tu veux, la production, c'est le département. Le département de l'équipe qui gère en fait le budget, quoi, qui dit voilà, j'ai 100 balles pour faire ça, j'ai 200 balles pour faire ça, etc. Bon, t'as des chefs opérateurs par exemple qui n'en ont rien à foutre, qui disent moi je veux travailler comme ça, point barre, quoi. Voilà. Et les mecs ils disent moi c'est artistique, mais machin, m'en bats les couilles, moi je veux faire ça, nanana. Bon, et il y en a qui se disent, dont je fais partie, qui disent bon t'as combien dans ta poche?
t'as 100 balles, t'as 200 balles, t'as 300 balles, t'as 3000 balles, t'as 1 million. Ok, très bien. Bon, je vais pouvoir travailler de cette manière, je vais pouvoir faire comme ça, je vais pouvoir faire. En fait, tu vas adapter un budget, quoi. C'est un peu, si tu veux, c'est comme si tu allais à Darty, tu vois, et tu achètes une télé, et le vendeur, il va te dire, très bien, vous l'achetez une télé, quel budget vous avez, quoi. Donc, si tu dis, bah, moi, voilà, si le mec, il sait pas le budget que t'as, il va pas pouvoir savoir s'il va prendre une petite télé ou une grande télé. Ouais. Bon, bah, moi, c'est pareil. Moi, si je ne connais pas un peu le budget et savoir comment en effectif, si je suis avec un électro, 2 électros, 3 électros, 4 électros, voilà, si je ne sais pas comment, à quelle sauce je vais te manger, bah, je peux rien faire, quoi. Ou alors, je commence à préparer, à faire des trucs et tout. Et puis après, on va me dire, ah non, mais là, c'est trop cher, là, on n'a pas du tout le budget. Et là, je vais avoir fait toute la prépa pour rien, quoi. Donc, la première chose, les amis, c'est que je me renseigne sur le pognon, quoi. Est-ce qu'il y a du pognon ou est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Et après, et j'ai envie de dire seulement après, et c'est là que c'est un peu vulgaire de ma part de faire ça, parce que généralement, un chef opérateur ne dit pas ça. Il va te commencer à te dire, oui, tu comprends, d'abord, je passe mon temps à discuter avec le réalisateur, machin, on regarde des films ensemble, on se branle, machin, nanana. C'est ça, dernière partie. Mais en fait, le truc, c'est, voilà, et ça, c'est le truc un peu excitant, un peu, tu sais, fantasmatique, tu vois, le mec qui, voilà, le chef opérateur un peu avec une cape et un chapeau, quoi, tu vois, le mec artiste, quoi. C'est Zoro. Alors, voilà. Alors que moi, je suis un peu dans le côté un peu le truc qui te fait déborder très vite, quoi. C'est bon, t'as combien, tu vois, ça fait un peu, voilà, t'as combien, ok, très bien. Après, quel style d'image que t'as envie d'avoir? Est-ce que t'as des références? Tu vois, tu as un mood board avec des références d'images, des trucs que tu aimes bien, etc., etc. Après, on lit le scénario et après, on va voir, surtout, on fait les repérages. Et là, on met tout ça dans un shaker, tu vois, et tu fais ça comme ça. Et après, pouf, tu as une liste lumière et une liste caméra qui en sort. Voilà. Ok, donc c'est pas hyper radiophonique, Bah, mais on a compris. Ah, bah, t'as fait le mime, mais bon, t'as secoué un shaker, quoi. Et voilà, j'ai secoué le checker magique, quoi. Et justement, voilà comment on aborde un projet. Au niveau de la préparation, toi tu fais comment? J'imagine que tu fais des repérages de manière systématique. Ouais. Alors, ça dépend des projets. Je vais te dire, j'ai très fin sincère, ça dépend des projets. En fiction, oui. En fiction, tu vas voir les décors parce que les décors, c'est quand même très, très important. En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a deux repérages qui existent. Il y a le repérage artistique. Ça consiste à ce que le réalisateur choisisse un lieu. Donc, il va avoir plusieurs lieux, mais il ne sait pas encore lequel. Il ne sait pas encore lequel choisir. Tu es concerné en tant que chef généralement, pour ça ou dans pas? les repérages. Alors, ça dépend. Ouais. En long métrage, oui. En long métrage, il y a un budget pour que tu fasses ces deux repérages. Okay. Mais généralement, quand il y a moins de budget, toi, tu fais juste le repérage technique. Le repérage technique, c'est quand la réalisation et la production ont déjà choisi leur décor. Voilà, ils ont choisi leur décor. Et toi, tu viens avec tes équipes, enfin avec tes chefs d'équipe, tu viens pour visiter le décor et voir en gros comment tu vas éclairer, quels sont les impératifs. Si par exemple on tourne dans une chambre, est-ce qu'il y a une entrée de jour, une fenêtre, d'accord? Est-ce que la fenêtre est au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage? C'est important parce que si on veut y faire rentrer de la lumière, bah, ça sera plus compliqué quand tu es au premier, deuxième, troisième que quand tu es au rez-de-chaussée. Après, on va voir s'il y a la place, comment on peut éclairer, etc., etc. Et ça nous permet un peu aussi d'avoir visuellement un peu les décors où on va tourner, quoi. Et après, à l'issue de ça, ça permet en fait de déterminer la liste lumière, voilà, quoi. Principalement la liste lumière parce que la liste caméra, généralement, elle dépend pas du repérage, mais la liste lumière en tout cas. Et donc, tu vas à ces repérages techniques. Et puis voilà, quoi. Tu vois à peu près. Alors, généralement, il y a les réalisateurs qui disent oui, on va faire un plan comme ça, un plan comme ça, un plan comme ça. Bon, ça, très franchement, je m'en bats les couilles parce que généralement, le jour du tournage, ça change. Hein, d'un seul coup, ça se met à changer. Donc, c'est pas trop la préoccupation. La préoccupation, c'est principalement quels sont les décors, de voir les décors et de se dire ah bah là, il y a un problème, ah bah là, c'est problématique. Enfin, de voir les problèmes, quoi. C'est pas forcément de dire ah bah non, le décor il est pas terrible, ça dégage. Non, parce que c'est déjà associé. C'est juste de voir les problématiques du décor ou pas, s'il n'y a pas de problème, et de là en déduire les listes lumière, quoi. Voilà. Nickel.
du coup, toi, quand t'arrives sur un projet, il arrive que des fois t'aies pas de storyboard du tout et ce soit à toi de complètement composer ton cadre à partir de rien. Oh, mais généralement, les storyboards, il n'y en a pas, c'est rare, hein, les storyboards. J'aurais même te dire que les storyboards, généralement, j'en vois beaucoup plus en publicité qu'en fiction. En fiction, il y a pas de storyboard, quoi. Il y a rarement du storyboard. C'est très rare. Et c'est même pas utile, quoi. C'est pas du tout utile, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Ouais, ok. Et du coup, c'est sur le moment que tu vas décider de composer ton cadre. C'est toi qui t'en occupes? Tu le fais en accord avec le réalisateur? C'est le réalisateur qui te donne des intentions? Ça se passe comment, ça? Alors ça dépend parce que chaque réalisateur est différent. Il y a des réalisateurs qui ont déjà leur cadre dans leur tête, et puis il y a des réalisateurs qui sont plutôt ouverts aux propositions. Donc ça dépend vraiment des réalisateurs. Ils sont tous différents les uns et des autres. Donc généralement, on va dire en moyenne que ça se fait à deux, quoi. Ouais. Ça se fait à deux. J'ai un smartphone avec une application qui s'appelle Artemis, que beaucoup connaissent dans le domaine de l'audiovisuel, et qui permet donc de simuler le cadre d'une image avec les optiques et la référence de la caméra, qui permet de simuler un cadre. Donc c'est très pratique pour justement avec le réalisateur déterminer un cadre sans forcément te trimballer avec toi la caméra, l'optique et tout le merdier, quoi. Ouais. Donc c'est très pratique parce que voilà, c'est un simulateur de cadre en fonction de la caméra et des objectifs que tu as, quoi. Ouais, ça te permet vraiment de préparer la manière dont enfin, de le voir sans avoir à sortir ton matos et tout. Sachant que t'en avais parlé dans tes Donc, vidéos. généralement, vas-y, je t'en prie. Ouais, généralement, on commence par les plans larges. On commence par faire les plans larges. Et c'est déjà plus pratique pour la lumière parce que ça permet un peu de planter le décor, de planter l'ambiance. Et après, généralement, on finit par les serrer. Ah, ok, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est l'application que t'as donnée, t'en as parlé. T'en avais déjà parlé dans une de tes vidéos. Ouais. Du coup, je m'étais renseigné. Et c'est genre, je crois que c'est 35 balles. Ce qui est pas énorme. Et donc, je veux dire, c'est un must quand tu veux vraiment faire du chef-op, quoi. Genre. De quoi? Quand tu veux être chef-op, c'est rien, quoi. Je veux dire, c'est tellement accessible. 30 balles. Moi, j'ai envie de te dire, 30 balles, c'est que dalle, hein. Oui, c'est bien même sûr. Cadeau. Parce qu'il faut pas oublier qu'avant, quand les applications, les smartphones n'existaient pas et que voilà, avant, on avait des viseurs de champ, des vrais viseurs de champ qu'on travaillait autour du cou, là. Et ça coûtait 800 balles. Hein. Donc, ils étaient moins précis. Ils étaient beaucoup moins précis, quoi. Ils étaient plus ils étaient plus dans l'approximatif, mais voilà. Alors que ça, c'est ultra précis, quoi. Mais d'ailleurs, on sent dans ta manière de travailler quand même que c'est bizarre dit comme ça, mais que tu te fais à la modernité, que tu essayes de faire en sorte de t'adapter à ce qui arrive sur le marché, au numérique, au LED. Ah bah oui, je veux dire un truc, tu as deux solutions. Soit tu t'adaptes et tu travailles vite parce que tu as des outils qui te permettent de travailler beaucoup plus vite, ou alors tu t'adaptes pas et t'es une limace, quoi, dans le métier, quoi. Tu prends 3 heures à faire des trucs, quoi. Donc moi j'ai envie de faire des choses simples. Moi j'aime quand c'est simple, rapide. Voilà. Je déteste quand ça prend trop longtemps à faire la lumière, à faire un truc. Pour moi, il faut que ça soit rapide et efficace. Donc je déteste quand ça prend des heures, quand il y a des installs, ça me saoule, quoi. Les installs, ça me saoule, quoi. Donc je fais en sorte que ça aille vite, que ce soit efficace et qu'on n'en parle plus, quoi. Voilà. Okay. Je parle vraiment pas comme un passionné. Hein. Non, mais au moins on est sûr que t'es honnête. Enfin, je veux dire. Mais tu vois, c'est long. Un tournage, c'est long, quoi. Tu sais, un tournage, c'est 12 heures par jour. C'est long, quoi. Donc quand tu prends ton temps à faire si encore ça se voit, moi je veux bien. Mais si c'est pour faire une petite branlette sur l'image, franchement, moi je suis plutôt dans le simple et efficace, tu vois, meilleur rapport qualité-prix, quoi, j'ai envie de te dire, quoi. Ok. Pas du tout je veux que ça aille vite, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler en LED, parce que la LED, ça permet de travailler vite. Mais tu sais que tu vas interviewer un autre chef opérateur, il te dira l'inverse, hein. Ouais. Il te dira, moi, j'aime perfectionniste, moi, ça me saoule. Voilà. Moi, je fais la lumière un peu à la truelle avec du plâtre, quoi. Je fais ça, paf. Enfin, genre, je mets un contre derrière la fenêtre. Allez, je m'en fous. Je balance un contre puissant, comme ça, et après, on verra ce que ça donne. On fera des petits réajustements. Mais voilà, quand on y va un peu tu vois, un peu à la barbare, quoi. Moi, j'aime bien travailler un peu à la truelle, quoi. T'en fais 10 j'aime pas travailler à la perfection.
Moi, j'aime pas être ça me saoule. Ça me saoule, je suis pas patient déjà. Donc ça me saoule, moi je préfère travailler à la bourrin, quoi. C'est marrant, je m'attendais pas du tout à ce mood-là. Je vais revenir. Ah ouais, mais il y en a pas beaucoup qui pensent comme moi. Donc. Ce sera intéressant. À sa manière, en fait, si tu veux, chacun a sa manière de voir les choses. Mais ça serait intéressant que tu reposes les mêmes questions à un autre directeur photo et tu compares. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais, ce que j'allais dire. Je vais revenir sur un truc que t'as... Side by side les deux. Comment? Là, tu mets side by side les deux réponses, je te jure, à mon avis, tu rigoles. Tu l'as évoqué très rapidement et selon moi, c'est un tort parce que ça m'intéresse de ouf. Non pas que je regarde, mais ça trouve ça intéressant. T'as dit tout à l'heure que t'étais chef-op sur des chaînes de télé-réalité. Et du coup, je veux dire, ouais. c'est du direct, donc j'imagine qu'il y a quelques petits trucs qui doivent être scénarisés ou je ne sais quoi, mais comment ça se passe quand tu sais pas au final ce qui va se passer? Alors, c'est pas du direct. Enfin, moi, je travaillais pas dans les émissions à direct. Je travaillais dans les émissions qui étaient enregistrées avec des caméras en mode ENG. Tu vois, il y avait une dizaine de cadreurs qui étaient un peu dans tous les sens. Ah, ok. Alors, le truc, c'est que alors parfois, t'assistes un peu. Enfin, soit t'assistes, soit t'assistes pas. Ça dépend un peu des émissions. Moi, j'ai fait des émissions, par exemple, où je venais, j'éclairais une villa entière, intérieur, extérieur. J'éclairais tout et après je me cassais et puis après les cadreurs pendant un mois suivaient les gens dans la villa, quoi, tu vois. Okay. Après ça me concernait plus, je rentrais chez moi, merci, au revoir, ciao, quoi. Et parfois parfois j'assistais et tout et voilà, c'est rigolo, c'est intéressant, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les cadreurs télé travaillent, quoi, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, très physique, qui pour moi est un travail beaucoup plus compliqué que la fiction, quoi. Ça aussi, c'est une chose qu'on ne dit pas. Ouais, puis sauf façon que le travail cadreur télé, c'est plus compliqué que la fiction. C'est beaucoup plus compliqué que t'es tout seul, hein, t'as pas un assistant qui t'appuie sur rec. Hein. Donc et tu portes tes batteries derrière ton dos, enfin tu vois le truc, quoi. Parce que du coup, donc c'est un autre métier qui est, à mon avis, plus compliqué. Ouais, ok. Parce que du coup, quand tu travailles comme ça sur des émissions où, bah, par exemple, tu le disais, tu vas éclairer toute une villa, j'imagine que t'as quand même des contraintes que, bah, il faut pas que t'aies un gros projecteur dans le champ, quoi. Donc, ouais. ça doit être quand même plus compliqué et plus long à faire que éclairer une fiction, non? Ah oui, ça déjà, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je devais éclairer une fiction, une villa. Il fallait absolument pas qu'on voie les projecteurs, quoi. Enfin, pas forcément qu'on voit pas les projecteurs, mais qu'on voit pas les pieds, quoi, et les rallonges, les câbles et tout. Il fallait que ça soit. Donc, moi, j'ai kiffé, j'ai éclairé tout en LED, et c'était, ouais, c'est un autre délire, c'est un autre truc, quoi. Et d'un seul coup, tu te mets à mettre des LED, des machins, des trucs un peu partout, et puis voilà, quoi. Et puis il faut que ça tienne un mois comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc pour le coup, ça n'a rien à voir avec la fiction. Voilà, la fiction, tu as un champ qui est délimité, tu vois. Alors que là, t'avais pas de champ, tout est dans le champ, quoi. Ouais. Tu vois, les caméras, elles tournent à 362. C'est un autre truc, quoi. Donc c'est différent, quoi. C'est un autre délire, quoi. Je ferais pas ça toute ma vie, quoi. Mais tu vois, de temps en temps, c'est rigolo, quoi. Ouais, j'imagine que ça doit être quand même une expérience assez particulière, ouais. Je savais même pas que dans ce genre d'émission, il y avait des chefs-op déjà. Mais oui. Pour moi, il y avait juste des caméramans dans une villa. C'est tout. Ouais, il y en a partout, les chefs-op. Ils sont cachés, ils sont là. C'est terrible. Après, c'est pas le même métier, hein. C'est différent, c'est pas du tout le même métier. Mais il y en a. Ouais. Oh, putain, j'ai la lumière qui se casse la gueule. Mais il y en a partout. Ouais. Mais c'est comme sur les plateaux télé. J'imagine que ton métier se renouvelle. Enfin. Ah oui, il y a des directeurs photo. D'ailleurs, j'en ai fait à l'époque. J'ai fait des émissions de télé, des directs ou des émissions enregistrées en multicam, sur les studios comme ça, ouais. J'en ai fait, quoi. Mais du coup, c'est une autre manière de travailler. Ce qui se passe là-dessus, c'est que tu vas juste installer ta lumière, parce que j'imagine que la lumière, elle change pas d'une émission à l'autre. Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu fais une émission de télé, quand tu éclaires une émission de télé, tu fais la lumière et après, ça tourne et pendant 1h30, tu peux rien faire, quoi. Ou très peu, quoi. Enfin, tu peux pas changer de projecteur de place, quoi. Tu vois, tu peux pas. C'est un truc, voilà. Quand c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc, il faut que ta lumière, elle tienne le coup, que ce soit pour tous les axes caméra, pour les serrés, pour les larges et tout. Ça aussi, c'est une autre histoire, une autre difficulté, quoi. Ouais, j'imagine que ça se rajoute des contraintes quand même, parce que, à la limite, quand t'es en
En fiction, bon, bah, si jamais tu te rends compte qu'il y a un truc qui marche pas, bon, tu refais une prise et puis ça prend du temps, mais voilà. Oui. Surtout qu'en fiction, tu as le droit à l'erreur. Faut être clair, dans la lumière, tu as le droit à l'erreur. Parce que ça peut être mis sous le compte artistique, etc. En télévision, il n'y a rien d'artistique, il n'y a que le fond qui est artistique, mais pas le premier plan. Les premiers plans, donc les visages, les personnes doivent être éclairées voilà, d'une certaine manière que tu peux pas te tromper, quoi. C'est binaire, c'est soit ça marche pas, soit ça marche. Et là, t'as pas le droit à l'erreur et c'est pas la partie la plus kiffante d'ailleurs à faire parce que c'est toujours la même chose. Mais voilà, c'est un truc où tu ne peux pas te tromper, quoi. Si tu te trompes, ça se voit, quoi. Alors qu'en fiction, si tu te trompes, ça se verra pas, quoi. Tu vois, si d'un seul coup il est moins éclairé ou bon bah les couilles, puis en plus t'as l'étalonnage. Alors. Oui, après ça se reprend. Ouais. Ouais, ça peut se reprendre. Enfin, pas tout le temps, mais ça peut se reprendre, quoi. J'ai une petite question qui vient de m'arriver à la tête là. Est-ce que c'était déjà arrivé d'être dans une situation où le réalisateur te demandait quelque chose et techniquement tu voyais pas comment le faire? Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Ah, bien sûr. Ah bah si, ça m'arrive d'ailleurs sur tous les projets. Hein. Enfin, sur les projets, d'un seul coup, le réalisateur. Ça m'est arrivé sur un. Enfin là, quand tu me poses la question, j'ai une anecdote là-dessus. Bah, je t'en prie. J'avais fait un téléfilm en Bretagne et on était dans une maison, une super belle baraque qui, en fait, tous les murs, en fait, c'était de la glace. Enfin, c'était c'était une maison sans mur, quoi. C'était une maison, c'était que des vitres, que du verre, quoi, partout, quoi. Ouais. Et je vois le réalisateur, il prend le smartphone, là, Artemis, et puis je le vois, il fait ça, il tourne comme ça, il tourne tout autour, il fait 360 degrés. Et en gros, il me dit, bah voilà, on va faire un plan, la personne elle rentre, tu le suis comme ça, tu tournes, et tu reviens là. Et là, je me dis, et sachant que, quand tu mettais un projecteur, ça se reflétait ça se reflétait partout, quoi. Ouais. Et je me dis, comment je vais faire ça, quoi? Comment je vais éclairer? Et ben, en fait, j'ai pas éclairé. C'est-à-dire qu'en fait, comme la maison elle était transparente, c'était une maison avec des vitres partout, etc. Bah, du coup, j'ai pas mis de lumière, j'ai fait 100% de la lumière naturelle. Et puis voilà, quoi. J'ai exposé correctement, et puis après, j'ai tout retravaillé en post-prod. T'as été payé en présentiel, en fait. Je cadrais quand même. Je cadrais, c'était de l'épaule, je cadrais, quoi. Ah, quand même. Et voilà, c'était un petit défi. Bon, il y en a tout le temps, hein, des trucs comme ça, hein, des trucs. Il y a toujours des trucs comme ça. Voilà. En lumière, tu sens que ça va être compliqué. Donc, la meilleure des choses, c'est pas se prendre la tête, c'est de faire efficace, et puis voilà. Et ça marche, quoi. Tac, bah nickel. Je pense que du coup, on va échanger sur un petit moment où on va passer à des anecdotes. Tu viens de nous en raconter une, mais tu nous disais que t'en avais une deuxième. Ouais, bah j'en ai une. Ouais, bah je sais te raconter des anecdotes un peu rigolotes, quoi. En fait, on faisait un tournage, c'était pour Métal Hurlant. On faisait un tournage qui se passait dans les studios de Bucarest. Ils ont des grands studios un peu hollywoodiens là-bas. Et en fait, nous, c'était un épisode qui se passait dans une tranchée. C'était un décor un studio extérieur. Et ça se passait dans des grandes tranchées de terre, etc. Et à la fin du film, la tranchée, elle explose. Tu vois, il y a une grosse explosion et la tranchée explose. Donc, on filme ça à plusieurs caméras, etc. On set up tout, machin, nanana. Et le mec, il nous dit, attention, il va y avoir une grosse explosion, ça va être, attention, reculer, etc. Et avec un pote, nous, on voulait se faire en mode selfie, tu vois. C'est-à-dire que on se prenait en vidéo, on se filmait, et derrière, il y avait le décor qui prenait feu, quoi. Et on se filmait comme ça en selfie, hein, tu vois, et on regardait l'explosion dans le téléphone, quoi. Et l'explosion a été tellement forte, je m'y attendais même pas du tout. C'est que tu vois, on est là, puis on voit l'explosion, puis ça prend flamme, mais le truc, c'est un champignon atomique, quoi. Le truc, il explose à tel point que ça me chauffe le cul et le crâne, et on s'est barrés tous en courant. Tellement dangereux comme métier, en fait. Moi, je m'attendais que ça fasse pouf, quoi. Un pétard mouillé, quoi. Ouais. Et le truc, il s'est pris un truc, c'était un champignon atomique. D'ailleurs, j'avais même pas prévu, on a été obligé de refaire la prise parce que j'avais pas prévu que c'était aussi explosif comme ça.
et ça avait cramé tu vois, ça avait cramé l'exposition, Ouais, quoi. c'était Du coup, on voyait rien. Tout était surexposé. Il a fallu refaire l'exposition. Mais ouais, moi je m'attendais pas à une telle explosion et du coup, putain, on est là, tu sais, ça crame la tête, ça crame les cheveux et tout. C'est parti en excellent. Donc les mesures de sécurité assez fines finalement. Ouais, là, c'était pas très sécure, j'avoue, quoi. Voilà. Sinon, des anecdotes, ouais. Après, ouais, on les oublie vite, quoi. Là, j'ai plus trop de. Ouais, puis de toute manière. Plus trop de trucs. Ah, mais voilà, c'est des trucs, des conneries comme ça. Avec tout ce que tu dis sur YouTube, c'est largement suffisant quelque part. Ouais, j'imagine que t'en as. T'en donnes as déjà pas raconté mal, donc quelques-unes. les gens à la limite, s'ils veulent plus d'anecdotes de point de vue de chez Fob, ils vont tout simplement aller voir sur ta chaîne, quoi. Ah, là, j'en ai raconté une. Hein, j'ai fait une vidéo là sur une pub à Dubaï que j'avais faite, quoi. C'est vrai, j'ai expliqué l'anecdote qu'il fallait refaire le plan devant la maison. Ils étaient obligés de reconstruire la maison dans le désert. C'était vraiment un truc de malade. Enfin, sur le coup, c'était pas drôle. Sur le coup, c'était pas drôle, quoi. Mais voilà. Bon, je la résume vite fait hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Donc, on tourne à Dubaï devant c'était de la publicité pour Silly Bang. Et en fait, ça se tourne devant une maison. C'est un peu maison type européenne et tout machin dans une résidence. Et sauf qu'en fait, on n'avait pas fini les plans et on n'avait plus l'autorisation de revenir devant de la maison. Du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des photos de la maison et ils ont reconstruit la façade, le jardin et la haie, tu vois, en plein milieu d'un désert. Ok, bon, d'accord. Moi, je donne mes orientations pour orienter la maison, pour être raccord soleil, etc. Et puis, on tourne, hein, on tourne. Et sauf qu'en fait, quand t'es dans un désert, déjà, t'as du vent, t'as du sable qui vole et tu peux pas ouvrir les yeux pleinement parce que t'es aveuglé, parce que c'est le sable et tout, ça réfléchit la lumière. Donc tu te retrouves aveuglé. Et donc la comédienne, elle était complètement comme ça, quoi. Elle arrivait pas à ouvrir les yeux. Et donc c'était problématique, quoi, tu vois. Et du coup, on a dit ouais, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tourné. On a tourné de nuit et on a fait du jour. On a fait, on a reproduit l'extérieur jour en nuit, quoi. Oh putain, je t'explique pas le bordel. Oh le bordel, l'affaire à éclairer tout ça, c'était un peu compliqué, quoi. Mais voilà, quoi. Bon, ça, c'était la petite anecdote que je trouvais ça rigolote, quand du coup, j'ai expliqué dans une de mes vidéos, quoi. Ouais, donc, abonne-toi, mets le et puis... Bien évidemment. Ouais, puis c'est super impressionnant, je veux dire. Enfin, Ouais. Il y a un côté tout à l'heure, hyper je me dis, démesuré. Quand t'as expliqué tout à l'heure, je me suis dit, en fait, c'est one shot, donc c'était mort. Et t'as dit, on le refait. Bon, ok, d'accord. Si c'est possible, j'ai fait oui. Ok, d'accord. Et nous on va enchaîner Voilà. du coup sur une petite anecdote qui nous est ou deux, enfin on verra, qui nous est arrivée justement en lien avec la lumière et où en fait on s'est senti un peu con parce que tout bêtement en fait Ouais. on voulait filmer une scène de nuit où quelqu'un regarde son téléphone et ça fait un peu tu sais comme une lumière de télévision où ça fait des espèces de petits flashs de télé quoi. Et donc du coup on s'est dit c'est bon, on a un téléphone, ça fait une lumière de téléphone. Et on a pas mal galéré en fait parce que c'est vraiment on s'est retrouvé vraiment bien con. On s'est dit ouais d'accord en fait ça marche pas comme ça. Non. C'était assez intéressant de se dire que c'est plus compliqué en fait de reproduire, enfin ça demande plus de technique de reproduire quelque chose que de le faire que de le faire réellement en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait le faire réellement donne pas le même effet que Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que t'as l'habitude de voir, ouais, c'est fou. Ouais, exactement. Ouais, c'est malheureusement que si tu le fais avec un vrai téléphone, ça fonctionne pas parce que tu vas avoir une dominante colorimétrique sur ton visage qui est pas appropriée. Alors généralement, tu le fais avec un projecteur, quoi. Mais avec de la LED aujourd'hui, c'est très facile de faire ça. Ouais. Avant, c'était plus compliqué, mais avec la LED, c'est plus simple. Ah oui, Il y a des projecteurs. Avant, c'était casse-couille, hein, c'était chiant. Maintenant, tu as des projecteurs à LED qui simulent un effet télé, un effet bougie, un effet cheminée, qui simulent plein de trucs, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est facile, quoi. Mais avant, c'était compliqué. C'était chiant, quoi. Ouais. Sachant qu'en plus, on avait tenté de faire un truc, mettre une vidéo où il y avait des Ouais, il y avait couleurs, des effets, ça marchait c'était pas. dégueulasse. Franchement, c'était horrible. Voilà. Là, vous avez un parfait exemple de l'utilité d'un chef opérateur. C'est vrai. Mais en fait,
sans te mentir, pour être tout à fait honnête, qui est également une manière de dire ce que je suis en train de dire, en fait, j'avais absolument pas connaissance du métier de chef opérateur. En fait, pour moi, c'est... En fait, je pensais que le métier de réalisateur englobait plus de choses, notamment la partie technique. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur les différentes personnes qu'on pouvait inviter pour le podcast que Tanguy m'a parlé de Mathieu Miziraka, enfin de toi en fait. Je parle de toi à 30 personnes avec toi en face, ça n'a aucun sens. Et c'est là que je me suis réellement rendu compte de la quantité de travail que c'était en fait chef opérateur. Et là du coup je me renseigne, j'imagine que tu connais la chaîne Rouge Vert Bleu, donc je regarde avec pas mal en Ouais, bah, et du coup ouais, en fait le travail est énorme en fait. Et jusque là dans ma tête je me suis rendu compte que tous les projets sur lesquels j'avais bossé, genre je me faisais même pas chier à faire la balance des blancs quoi. C'est le truc de base quoi. Et genre de choses tout ça en fait tu te rends pas forcément compte et c'est hyper important quoi. Et c'est super ouais. Ben, c'est bien parce que grâce à ton podcast, les gens vont pouvoir comprendre et s'imaginer ce que c'est que ce métier et surtout à quoi il sert. Quoi. Au moins 2 personnes. C'est pas mal. C'est comme ça qu'on avance. Nickel. Ah, c'est déjà pas mal. Bon, on va se faire des petites recommandations. Tout à fait. Je sais pas, qui veut commencer? Si t'as quelque chose en tête. Alors moi je recommande Ta chaîne. alors déjà je recommande ma chaîne, voilà, donc abonnez-vous, c'est important. Non, je recommande alors si vous avez vraiment envie d'illustrer le métier de chef opérateur, enfin de comprendre réellement le métier de chef opérateur. J'invite les gens à regarder un de mes films préférés en termes de lumière. Et là, tu te dis, putain, mais je suis encore à des années-lumière de mon travail. Un film très beau qui est sorti depuis très longtemps au cinéma, qui s'appelle Munich de Steven Spielberg. Et vous verrez, enfin voilà, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le métier de chef-op, regardez ce film-là parce que c'est un film qui est super beau à la lumière. Et où il y a un travail de dingue et qui vraiment on comprend ce que c'est qu'un chef opérateur sur un film et que c'est pas forcément le réalisateur qui fait tout ça quoi. Voilà quoi, c'est un travail d'image, et voilà quoi. Bon voilà, c'est un film que je recommande, que j'aime beaucoup. Et voilà. Ok, très bien. Nickel. Juste avant qu'on continue, ça me fait penser, parce que du coup, dans ton métier, donc ça intègre toute l'image, donc aussi bien la cam, la lumière, mais aussi la machinerie. C'est quelque chose dont toi tu t'occupes vraiment, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment les budgets en France pour faire de la grosse machinerie? Comment ça se... Si, bah la machinerie, ça va de la petite machinerie à la grosse machinerie. De toute façon, il y a un poste qui est dédié à ça, qui s'appelle le chef machinot, enfin le chef machinerie, on va dire, et qui lui est responsable justement de toute la partie qui se trouve en dessous de la caméra, dont le pied. Le pied, c'est de la machinerie. Et qui gère tout ça, c'est-à-dire que tu lui dis ce que tu veux, et lui, il sait quoi prendre comme accessoire ou comme machine, comme machinerie pour faire bouger ton mouvement de caméra ou voire même faire bouger un projecteur, tu vois. Donc c'est un poste qui existe qui s'appelle le chef de la machinerie qui permet donc de faire ça quoi. D'accord. Voilà, qui s'occupe de ça. Et évidemment, tout ça est un rapport avec un budget quoi. Ouais, j'imagine. Mais donc du coup lui, il est plus il va être plus autonome, c'est-à-dire que toi tu vas t'occuper de faire la liste lumière, c'est pas l'électro qui s'en occupe, mais par contre lui il est indépendant au niveau de toute la liste machinerie. Enfin ça dépend hein. La liste lumière tu l'as fait parfois avec le chef électricien. Tu fais la liste lumière généralement avec le chef électricien toujours. Lui et le chef machinerie lui te fait le liste de la machinerie qu'il te faut. Alors, la machinerie, ça peut aller du pied, de la grue, du slider, du déport, de plein de trucs, quoi. Tout ce qui est en dessous de la caméra, quoi. Toute la partie en dessous de la caméra, qui permet de tenir la caméra et de faire bouger la caméra. Donc voilà, c'est tous les trucs qui te permettent à ça, quoi. Et donc c'est ce poste-là qui est responsable de ça,
de monter des échafaudages pour mettre les projecteurs lorsque tu dois les faire passer par la fenêtre, de parfois de voir pour avoir des camions nacelles pour accrocher des projecteurs, pour éclairer les rues, enfin tout ça, toute la partie, voilà, tout ce qui est, voilà, on va dire tout ce qui est en dessous de la caméra et tout ce qui est en dessous des projecteurs, c'est le chef machinot qui s'en occupe. Et du coup, au niveau de cet équipement, il y a des entreprises en France qui font, parce que du coup, moi actuellement, je suis en formation d'ingénieur, spécialité mécanique, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que c'est conçu? Il y a des entreprises en France qui conçoivent des moyens de machinerie? Comment ça se passe? Ah oui, bien sûr, ouais, il y a des moyens, il y a des gens qui inventent des trucs tous les jours, qui inventent des systèmes pour faire, pour piloter les caméras, pour faire bouger les caméras, quoi, surtout des caméras qui sont très très lourdes, quoi. Donc c'est il y a voilà, généralement c'est des machinos qui font ça parce qu'ils ont un peu l'expérience de la caméra, du poids, de la contrainte sur un tournage et tout. Donc souvent il y a des machinos qui inventent des trucs, quoi. Ah, OK. Voilà, quoi. C'est plutôt quelque chose qui est fait par les machinos pour les machinos, quoi. Ouais, parce que oui, puis parfois ils s'équipent, enfin ils travaillent avec des ingénieurs, tu vois. Mais voilà, donc il y a des trucs parfois moi j'ai vu des trucs faits par des machinos pour faire des mouvements de caméra particuliers ou faire bouger des choses. Voilà, c'est souvent les machinos qui s'intéressent à ça, quoi. Parce qu'ils ont les contraintes, ils connaissent les contraintes techniques, contraintes de la caméra, contraintes de tout, quoi, du temps qu'il faut d'install et tout. Ouais. Donc, généralement, ce sont eux pratiquement les mieux placés ils sont mieux placés pour trouver des... Ouais. Ok. D'accord. Bon, après cette petite aparté, on va passer à ta recommandation, Thomas. Ouais, à la mienne. Alors moi j'ai 2 recommandations à faire. En fait, il se trouve qu'actuellement je suis pas en cours, je suis en stage. Et du coup, quand je travaille, j'aime bien écouter des trucs. Et donc pour un moment, ça marche bien d'écouter de la musique, mais en fait t'en as marre. Et donc j'écoute des podcasts, en fait, j'en recharge beaucoup. Et dernièrement, j'ai écouté un podcast qui s'appelle L'Employé, qui est relativement, qui date de 2019. Et donc ça a été, c'est de Victor Bonnefoy, je sais pas comment on dit ça. Bonnefoy, je crois, il me semble. Et donc dedans, on peut voir Raphaël Personnaz, Virginie Ledoyen, Lo Ward, Alex Poisson, ou encore Thibaut de Montalban. Et en fait, c'est une très bonne série qui se passe dans un contexte d'état totalitaire, en fait. Et il y a donc l'employé, qui est le personnage principal, qui d'ailleurs se nomme l'employé, enfin c'est une profession qui le définit. Qui le définit, voilà. Et donc en fait, il va devoir passer des interrogatoires à des personnes. Donc le premier épisode est sur par exemple les manifestantes, et donc au fur et à mesure, il va devoir faire des interrogatoires sur d'autres différentes personnes, et au fur et à mesure, en fait, on comprend comment est foutue la société, ouais. Et aussi on voit une prise de conscience du fait que ce soit dans un régime totalitaire, quoi. Cette série audio est vraiment cool. Elle est très, elle arrive très très bien à te mettre dans l'ambiance, quoi, dans le jus. C'est vraiment bien ficelé. Ouais. Sachant que dernièrement, j'avais déjà recommandé Calls, donc ça fait 2 séries, je pense qu'on peut dire séries audio. En fait. Ouais, c'est vraiment des séries audio. Il n'y a pas beaucoup, mais du peu qui existent, elles sont vraiment très bien. Et c'est un format, en tout cas, moi, qui me ravit, en fait. Je trouve ça vraiment très très bien, et donc voilà, donc ces 2-là sont à écouter, finalement. Ouais. Et ma deuxième recommandation, c'est un livre que j'ai lu dernièrement, qui se nomme Troisième droite. Troisième droite, ça veut dire le 3e palier d'un immeuble, porte à droite. Et donc c'est un livre qui a été écrit par François Descraques. Oui, c'est ça, François Descraques. Oui, François Descraques, oui. Et ah oui, c'est un réalisateur que j'adore, hein, que je travaille avec. J'ai toujours, donc, des fois je dis Raphaël, qui est très talentueux. Ouais, quoi. ça te stresse. Et donc c'est un très très bon bouquin, en fait. Moi, en fait, je suis pas trop dans le délire oppressant, etc. Et en fait, j'ai vu que ce bouquin était de Raphaël Descraques, donc j'ai fait, allez, sur le coup, je l'achète. Sachant qu'il est pas excessivement cher, genre sur Amazon, il doit être à 10 balles, quelque chose comme ça. Ouais. Donc je l'ai acheté, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et tant mieux, parce que peut-être que si j'avais lu, que je m'étais renseigné un peu plus, j'aurais pas lu, et au final c'était une super bonne expérience. Genre je le lisais matin et soir, bien, dans des sessions de 1 heure à 1 heure et demie. Et c'est hyper prenant, et sans forcément que moi si c'est trop flippant, je pense notamment au premier épisode de Dark Story, sur lequel t'as travaillé aussi très d'ailleurs. si c'est trop flippant, en fait, moi j'ai du mal. Et là en l'occurrence
oppressant, c'est flippant, sauf forcément que bah de toute façon c'est un bouquin donc c'est compliqué de te faire une peur une peur très forte. Ouais. Mais voilà, c'est très bien écrit et en plus ce que j'ai du mal moi dans les bouquins, c'est que souvent genre c'est écrit de manière, enfin je sais que c'est pas comme ça qu'il l'écrit, il pense pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que ça a l'air un peu pompeux, genre avec tous les termes que personne n'utilise, genre et c'est relou. Mais là pour sur des cracks, bah il l'écrit comme une personne qui l'écrirait comme moi je l'écrirais, comme toi qui l'écrirais, comme sans doute tu écrirais à Mathieu. Et en plus c'est un format qui est très accessible. À la base en fait ça a été écrit pour des posts, enfin c'est écrit en plus avec un limite de 150 caractères qui correspond en fait à des posts Twitter. Ah c'est rigolo. Donc j'ai regardé en fait, j'ai vu qu'il y a il appelle ça en fait les chapitres et des threads. Et en fait ça a été posté sur Twitter. Et ah c'est ouf. Moi j'ai acheté le livre mais tu peux carrément lire le bouquin sur Twitter en fait. Ah c'est rigolo. J'ai trouvé le compte troisième droite. Ouais ok. Voilà donc vraiment cool en tout cas. Mais il est vraiment plein de ressources François Descraques parce que l'autre fois je me faisais cette réflexion en le regardant jouer dans je vais retrouver la théorie des balls et il a un personnage mais qui est complètement fou, il joue hyper bien, il a un personnage qui doit être mais infernal à jouer parce que c'est un personnage qui arrête pas de dire des choses qui sont complètement décalées, qui passe son temps à casser le 4e mur. Enfin, franchement, c'est un personnage qui, à mon avis, est super dur à jouer et il le fait, mais à la perfection. C'est à mourir de rire. Il est vraiment trop fort. Le personnage est tellement fort que je pense que face à Batman, c'est le personnage. Oh merde, terrible. Bon, et bah moi je vais passer à ma recommandation. Ma recommandation, c'est un film qui s'appelle... Ah ouais, mais à mon avis, personne va trouver là. On peut essayer, mais je pense que toi tu l'as pas vu et je sais pas si Mathieu l'a vu. Bah vous voulez que j'essaye de vous faire deviner l'affiche ? En fait, pour te... Ouais, contextualise. Je vais retrouver l'affiche en attendant. Si tu veux, en fait, on a fait donc le Night Podcast, on l'a fait avec Alfie, je sais pas si tu connais, qui est monteur vidéo en freelance et qui fait aussi des essais vidéo sur YouTube. Ça parle ou pas, Mathieu ? Tu connais ou pas ? Non. Donc Alfie, c'est un mec très sympathique. Et en fait, en fait, on a inventé un jeu pendant le podcast qui s'appelle donc Devine l'affiche, tout simplement. Et en fait, c'est lui qui nous a demandé ça. Lui, il allait dire le titre du film et il a dit, bah attends, de t'écrire l'affiche. Et j'essaie de le trouver. Et donc malheureusement, la première fois, ça n'a pas été enregistré. On a eu un problème son, on a eu un problème technique. Mais du coup, après, moi, j'ai fait deviner mon affiche et il a trouvé vraiment en 2 secondes. Donc là, t'as un certain poids sur les épaules, mon cher Mathieu. Il va falloir que t'essayes de deviner, mais franchement, bonne chance. Je vais essayer de te décrire l'affiche. Alors, l'affiche, ça se passe de nuit. On voit une espèce de pluie d'étoiles filantes. Et en fait, à l'avant-plan, on voit l'acteur qui tient son fils dans les bras, en fait. Donc son fils a à peu près 8 ans. Et l'acteur, c'est Michael Shannon. C'est un film de science-fiction qui a été réalisé par... J'arrive même pas à retrouver le nom du réalisateur. Attends, il y a même pas le nom du réalisateur sur... C'est pas possible. J'arrive pas à trouver le nom du réal sur l'affiche. Moi, je vois pas, moi, je suis très mauvais à ça. Ah, mais... T'as dit quoi ? Est-ce que tu peux donner une date ? Ouais, c'est sorti en 2016. Ah, mais putain, mais je suis bête. C'est de Jeff Nichols. C'était Midnight Special, mais vraiment... Ouais, voilà. Franchement, c'est un film qui est pas hyper connu, mais qui est franchement cool. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a des pouvoirs un peu surnaturels. Mais je sais pas comment dire, c'est un film de science-fiction qui est vraiment différent et même la manière dont il est éclairé est assez intéressante. Il y a des grosses parties qui se passent de nuit et où vraiment la manière dont ça a été fait, il me semble que quasiment tout a été fait à la pellicule et en fait on arrive vraiment bien à se plonger dans le décor parce que quand il fait nuit et qu'il y a pas de lumière, on voit pas grand chose. Il y a des côtés très sombres et du coup il y a un jeu qui est assez fin avec la lumière où c'est pas il fait nuit, on va mettre un énorme spot qui éclaire et puis on baissera ensuite. Vraiment on sent qu'ils ont essayé de tourner avec des lumières pas trop fortes et c'est hyper intéressant et en plus le film est vraiment très touchant. Donc voilà, c'était ma petite recommandation. C'est vraiment un film sympa. Ok. Bah très cool.
On ira voir ça. Enfin, en tout cas, j'irai voir ça. Voilà, nickel. Bon, je pense qu'on est bon. Bah ouais, si t'as un dernier mot, Mathieu, je t'en prie. Vas-y. On va clore là-dessus, sur Midnight Special. Non, bah écoutez, non, j'ai pas forcément de dernier mot. Là, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé, là, on a dit plein de choses. Je pense que les gens déjà sauront ce que c'est qu'un directeur photo, et ce qui est déjà pas mal, et c'était certainement le but de ce podcast. C'est ça. C'est merveilleux, quoi. Mais à la limite, si jamais t'as d'autres trucs que t'as envie de parler, je t'invite à nous le dire, et à la limite, on refera un podcast. Ah bah, un peu t'hésites plus pas, hein. poussé. Ouais. Moi, je suis tellement ouvert à ça. S'il y a des trucs qui te... En ce fait, sera avec que plaisir. Nous, en fait, on a un point de vue assez amateur sur le domaine, en fait. On approche le sujet, on fait avec ce qu'on connaît, mais ça se trouve, il y a vraiment mille et une choses à dire. Ouais. Et étant donné que nous, c'est pas notre profession, en fait, ouais, c'est plus compliqué d'aborder le... Ouais, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec YouTube, tu t'apprends plein de choses, quoi. Enfin, moi, j'avais YouTube quand j'étais étudiant, j'aurais été heureux, quoi. Ouais, mais c'est trop bien. Dans la bibliothèque, hein, il y en a encore qui parlaient pas de technique cinéma, quoi. Bah, moi, très clairement. Donc c'était. Enfin, ouais, je te prie. Non, vas-y. Bah, moi, très clairement, en fait, j'ai pas fait d'études en cinéma, donc je me suis formé quasiment exclusivement grâce à YouTube, en fait. Avec YouTube, avec des ressources que tu trouves à droite à gauche. Il y en a beaucoup, hein, qui se forment principalement que avec YouTube, quoi. Ouais. C'est compliqué parce que c'est pas structuré, ça vient dans tous les côtés, dans le désordre. Mais tu peux, tu peux te former comme ça, quoi. Ouais. Et il y a quelque chose d'important aussi qu'il faut bien retenir, c'est que, et d'ailleurs, j'ai l'impression que les gens qui font du cinéma et qui sont sur YouTube mettent ça en avant, c'est que, en fait, faut pas se mettre la pression, juste, filme, tu vois comment ça se passe, et filme. Genre, je vois In the Panda, il a fait genre, tu vas filmer, je crois, un truc dans le genre, le titre, c'est un truc comme ça. Le but, c'est tout simplement que les gens, ils ont un temps parti et tu filmes et basta, quoi. Pareil, j'ai vu qu'il y avait des vidéos genre Rouge Vert Bleu qui disait genre il a fait une vidéo, en fait c'est juste pourquoi est-ce qu'il faut que tu filmes, genre, et c'est quelque chose qui est pas important, je pense, parce que on en parlait de Jacques Tanguy, le cinéma c'est pas non plus nous typiquement on est dans une école d'ingénieur, c'est un mec qui a pas fait d'études d'ingénieur va devenir ingénieur, c'est compliqué, mais quelqu'un qui je veux dire c'est très comment dire c'est plus difficile de retrouver des ressources, je pense, voilà, et d'être capable de les décortiquer si t'as pas un contact qui peut t'aiguiller, si t'as pas... Et c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que c'est au final ouvert à tous, et c'est ça qui... faut juste se lancer. Voilà. Bon, et sur ces belles paroles... Ouais. Je te remercie Mathieu, c'était trop cool. Bah écoute, merci à vous les gars, c'était sympa. On a passé un bon moment. Et puis... nickel. Et puis voilà, quoi. Ok, bonne soirée. Super. Ouais, et puis bonne soirée ou bonjour à ceux qui nous ont regardés. C'est clair. Et puis voilà, quoi. Merci à vous. Très bien. Allez, ciao. Allez, salut à tous. Salut.
here.